Salut les chouks, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler saga. Effectivement, durant le mois de février, j'ai surtout continué des sagas qui étaient commencées. Donc je vais vous parler de tout ça maintenant. Le premier livre n'obéit pas à la règle puisqu'il s'agit d'un one-shot qui est Molière, vu par une ado et par son chien, de Cécile Alix, publié chez Pulp Fiction. Et comme son nom l'indique, vous vous doutez bien, il s'agit là d'une biographie de Molière, vue par Inès, 12 ans, un peu à la manière d'une youtubeuse. Ce n'est pas une biographie comme on a l'habitude de voir, puisque cette biographie est accompagnée de textes, de BD et de plein de petites illustrations diverses, bien sympathiques, qui font tout un petit contexte humoristique qui fait que le livre, voilà, il est accessible et hyper ludique pour voilà, un thème comme celui-là. Pour moi, ce livre, il est d'une richesse incroyable. Il est rempli de connaissances sur cet auteur français du XVIIe siècle, avec ce petit contexte humoristique de BD, de dessins, d'explications claires qui font que ce livre, il est clairement accessible pour tous les âges. Petit comme grand, on ne s'ennuie pas. La seule chose, moi j'avais peur quand même de me lasser puisque même si voilà, il y a des dessins, c'est sympathique et tout ça, j'avais quand même peur de me lasser au bout de, je sais pas, 50-100 pages. Je m'étais dit que ça va être un peu long. Mais je me suis pas lassée, je me suis laissée prendre au jeu et franchement j'ai trouvé ça tout simplement hyper intéressant de découvrir la vie de Molière. Et voilà, traité de cette manière, j'ai vraiment trouvé ça super enrichissant et je pense que c'est vraiment un livre que les ados devraient lire et que même les profs du collège devraient s'y intéresser puisque je pense que tout le monde aimerait se plonger dedans et c'est vraiment une mine d'or d'informations sur sa vie puisque on va au-delà des grandes lignes. Et je pense que voilà, si les profs du collège préconisaient ce livre, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'ados qui aimeraient lire des aventures vécues par Molière, mais aussi ses œuvres, puisqu'on parle pas mal de ses œuvres, et j'ai même eu envie de m'en relancer dans une pièce de Molière tellement ça m'a donné envie de poursuivre. J'ai également vu que l'auteur avait sorti un livre de ce même genre sur Léonard de Vinci et franchement, si j'ai l'occasion de le trouver, je le lirai avec grand plaisir. J'ai ensuite lu le 8e tome d'International Guy, donc Berlin, de Audrey Carland, publié chez Hugo Roman. Et dans ce 8e tome, on va retrouver l'équipe d'International Guy au complet en plus, au départ de Berlin pour une nouvelle mission. Mission dans laquelle ils vont devoir aider Monica à créer une publicité pour les voitures. Et la seule ombre au tableau, c'est que Monica, c'est l'ex-compagne de Mick, le petit ami de Wendy. Et bien sûr, comme l'équipe est au complet, ils vont devoir se côtoyer. Pour moi, ce tome-là, c'est mon tome préféré de la saga International Guy. Je l'ai adoré puisque enfin tout y est. Déjà, voilà, on retrouve ces personnages si attachants que j'aime autant. Je vous le dis de tome en tome. Mais là, en plus, ils sont tous réunis. Donc franchement, c'est un pur bonheur. On va faire une découverte sur Enfin, pas une découverte, mais un gros plan sur la relation Mick et Wendy, et ça pareil c'est un couple qui était assez énigmatique depuis le début de la saga et j'ai été très très contente de les découvrir sous un autre jour, surtout qu'on fait des parallèles entre le passé et le présent. Et en plus, la mission, pour une fois, je l'ai trouvée tout à fait crédible et superbement réussie. Donc pour moi, tout y est, c'est vraiment un condensé vraiment qui m'a vraiment plu. Maintenant, il y a pour moi encore un petit défaut, c'est, vous savez, je vous avais parlé d'un petit fil conducteur qui reliait les tomes de tome en tome, mais qui voilà, est très très léger jusqu'à présent et enfin voilà, c'est même trop léger. On sent qu'il y a une intrigue qui s'installe, mais encore une fois, dans ce tome-là, elle n'est pas plus développée, on est toujours au même point. Et c'est long quoi, ça commence à être long, ça fait au moins 3-4 tomes que cette intrigue se met en place. Et elle se met en place toujours de la même manière, donc il fait qu'on n'en sait pas plus, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et je commence à trouver ça longuet, donc j'espère vraiment que dans le prochain tome, ça va un petit peu se décanter.
J'ai ensuite lu le quatrième tome de La Guerre des Clans, quatrième tome du cycle 1, Avant la tempête de Erin Hunter, publié chez Pocket Jeunesse, version poche. Donc pour vous reparler un petit peu de l'histoire, je vous le dis à chaque fois, mais bon, au cas où il y ait des nouveaux abonnés. Dans le tome 1, on suit le chat domestique Rusty, qui ne va pas rester domestique longtemps puisqu'il va reprendre sa vie sauvage et inclure le clan du tonnerre. Et voilà, on va suivre en fait ses aventures au sein de ce clan. Et évidemment, il y a 4 clans différents dans lesquels il y a des rivalités. Et voilà, on va suivre tout simplement son évolution dans ce clan. Il va partir du statut d'apprenti. Et voilà, il va évoluer au fil des tomes. C'est à nouveau un très bon tome. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de mauvais tome dans cette saga. Après, c'est pas mon préféré. Même si c'est toujours aussi plaisant de retrouver les personnages et de continuer de suivre Rusty dans ses aventures, surtout que dans celui-ci on nous ménage absolument pas. Il y a même certains événements qui m'ont brisé le cœur. Après ce tome-là, je l'ai quand même trouvé un petit peu moins joyeux que les 3 autres. Voilà, on est quand même dans une espèce de transition assez inconfortable pour notre chat sauvage, puisque il va devoir endosser des responsabilités qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et voilà, on va suivre toutes les épreuves difficiles qu'il va devoir affronter. Et c'est pas sans émotion que on va lire tout ça. Donc après, c'est pas le plus joyeux, c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même passé un très bon moment, comme toujours avec cette saga. Si vous ne l'avez pas commencé, je vous la conseille absolument, même si c'est une grosse saga à rallonge. Moi, je la lis à mon rythme, je me mets pas de pression. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une très bonne saga jeunesse. J'ai ensuite lu le deuxième tome du journal intime de Cléopâtre Wellington, Autant en emporte la musaraigne de Digli, publié chez Michel Lafon. Donc c'est le deuxième tome. Et quel plaisir de retrouver Cléopâtre. Donc c'est, voilà, vous l'aurez compris, c'est un livre sous la forme d'un journal intime. Donc où on va suivre Cléo, qui est une jeune adolescente. Et en fait, sur chaque tome, voilà, c'est son journal intime qui représente 2 mois à chaque fois par tome. Donc ici, c'est novembre et décembre. Et voilà, elle nous conte ses aventures d'adolescente avec une famille assez déjantée, une petite sœur hyper rigolote, ses parents qui sont divorcés et recasés, et puis voilà, sa bande de copines. Enfin voilà, on passe un hyper bon moment avec ce livre. J'ai adoré retrouver Cléo et son entourage. Qui dès la première page m'a fait mourir de rire. Pour vous dire à quel point l'humour de Digli m'avait manqué. C'est pas n'importe quel livre pour adolescents. Il y a un humour qui est hyper puissant et que même en tant qu'adulte, voilà, vous saurez l'apprécier. Dans ce livre, on s'identifie forcément. C'est pour moi ce qui fait la force de ce livre. C'est que à tout âge, vous allez forcément vous reconnaître quelque part. Soit c'est des anecdotes qui vont peut-être vous faire ressurgir des souvenirs, soit c'est des situations, soit c'est la famille qui va vous rappeler la vôtre. Enfin bref, peu importe votre âge, que vous soyez adolescent ou adulte, vous allez forcément vous identifier à un moment donné, ce qui fait que voilà, on passe un très bon moment entre nostalgie et rire. Vous allez absolument pas vous ennuyer. Pour moi, c'est une vraie petite pépite. Ça détend, c'est rigolo, c'est... Enfin voilà, pour moi, c'est le livre que j'attends à chaque fois tous les ans et elle en sort un par an. Et j'ai déjà hâte de lire le tome 3. On va ensuite parler d'une saga que j'abandonne définitivement. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc j'avais commencé le tome 2. Si vous me suivez un petit peu, j'avais lu le tome 1 il y a quelques mois. J'avais déjà pas trop accroché. J'avais quand même été jusqu'au bout. Mais voilà, pour moi, ça avait été une grosse déception et j'avais pas voulu abandonner. Je m'étais dit que c'était peut-être pas le bon moment pour le lire. Et du coup, je voulais quand même laisser le tome 2, lui laisser une chance.
Et puis en vue des super avis qu'elle avait, je me disais que c'était forcément moi qui passais à côté de quelque chose. Donc je voulais insister. Et bien finalement là j'en suis sûre, ce n'est pas une saga pour moi. Je m'étais au moins fixé 100 pages, j'ai même pas été à 100 pages, je me suis arrêtée à 30 pages, puisque dès les premières pages, il n'y a aucune remise en contexte. Du coup, comme je me souvenais plus bien de ce qui s'était passé à la fin du tome 1 et que c'est vrai que comme c'était pas une saga qui m'avait vraiment marqué, j'avais pas fait de traces, j'avais pas écrit sur mon carnet, etc. Du coup, je suis arrivée dans le tome 2, voilà, en me disant où je suis. Et puis, bah voilà, le gros problème, c'est que je ne rentre pas dans cet univers, je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à me familiariser avec. Et voilà, il y a un manque d'accroche tout simplement. Après, c'est vraiment pour moi une déception d'abandonner cette saga. Et une déception de ne pas avoir aimé, puisqu'il y avait beaucoup d'avis positifs, voire de coups de cœur. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi je n'adhère pas et je ne comprends pas non plus l'engouement pour cette saga. Mais voilà, avec toute la bonne volonté du monde, je n'arrive pas à rentrer dans l'univers, donc ce n'est pas la peine de me forcer. Je ne pense pas que ce soit parce que c'est pas le bon moment, je pense tout simplement que c'est pas un univers qui est fait pour moi. Et bah voilà, donc j'en découvrirai d'autres et voilà. C'est comme ça pour cette saga, en tout cas ça sera fini. J'ai ensuite poursuivi la saga Le Grand Nord, qui est le tome 2 Ancrage de Sarina Bowen, publié chez Hugo Roman. Et dans ce tome-ci, on va suivre Jude, que l'on avait déjà rencontré dans le tome 1 suite à une peine de prison. Donc en fait, on apprend dès le début du roman qu'il a tué le frère de sa petite amie de l'époque, Sophie, au volant d'une voiture alors qu'il était sous l'emprise de la drogue. Et du coup, bien sûr, il a été jugé et mis en prison. Et en fait, dans ce livre-là, on le retrouve suite enfin, après qu'il ait purgé sa peine. Et forcément, il va retrouver Sophie qui va être assez stupéfaite de le voir réapparaître. Même chose, je ne comprends absolument pas l'engouement pour cette saga. Faudrait vraiment me l'expliquer. Je vois énormément d'avis positifs et je ne vois pas ce qu'on y trouve de spécial. Surtout dans ce tome-là. Déjà dans le tome 1, je vous l'avais déjà dit que ça m'étonnait. Enfin, j'avais pas compris. J'avais un peu suivi comme un mouton en me disant ouais, tout le monde dit que c'est bien donc je vais le lire. Et puis franchement, j'étais quand même tombée de haut en me disant bah moi, je n'ai pas trouvé ça si terrible que ça. Mais c'était surtout le monde agricole qui m'avait vraiment plu, ce contexte-là qui avait sauvé les meubles, on va dire. Mais dans ce tome-là, le monde agricole n'est absolument pas présent. Donc du coup, c'est vrai que où je me suis dit, il n'y a plus grand-chose qui me retient. Surtout que dans la moitié du roman, il ne se passe absolument rien. C'est les retrouvailles entre Sophie et Jude, qui pour moi en plus n'est absolument pas crédible. Sophie, c'est une catastrophe. Enfin voilà, son frère, il s'est quand même fait tuer par son petit copain qui était sous l'emprise de drogue, et je peux vous dire qu'elle est absolument pas crédible dans ses réactions, elle est absolument pas rancunière du tout. Enfin, franchement, on a du mal à la suivre. Et puis voilà, à partir de la deuxième moitié du roman, heureusement que je me suis accrochée puisque ça a commencé à bouger à peu près à 200 pages, où il y a plein de remises en question qui sont plutôt intéressantes et qui relancent le roman, enfin. Et puis le dénouement était quand même assez inattendu puisque j'avais très peur de plonger dans le cliché du à l'eau de rose, le bad boy devient un ange, et heureusement ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ça a quand même été un point positif de cette lecture. Mais bon, pour moi, c'est vraiment une lecture sympa, mais vraiment sans plus. Voilà, c'est pas non plus la saga de l'année, c'est pas la romance de l'année non plus. Après, j'ai déjà acheté le tome 3, donc voilà, comme je l'ai déjà acheté, je vais le lire. Mais c'est vrai que si je l'avais pas acheté, je pense que je me serais arrêtée là. Puisque voilà, le tome 1 ne m'a pas fait rêver, celui-ci non plus, je n'en attends pas plus pour le 3, mais bon, comme il est acheté, je vais tout de même le lire et je vous dirai bien sûr ce que j'en ai pensé. Et enfin, le dernier livre lu, il s'agit du 4e tome de Agatha Raisin qui est Randonnée mortelle.
écrit par MC Beaton, publié chez Albin Michel. Et dans ce tome-ci, on va retrouver Agatha et son voisin James Lacey pour une nouvelle enquête sur le meurtre de Jessica, qui dirigeait un groupe de randonneurs et qui était plutôt un personnage très virulent, puisqu'elle cherchait des noises aux grands propriétaires, puisqu'elle exigeait, elle épluchait en fait les vieilles cartes pour repérer les passages sur les terrains, et voilà, elle allait frapper à leur porte pour leur demander un droit de passage qui était souvent oublié de tous. Et dans ce tome-là, on retrouve une Agatha qui est pas du tout comme on l'avait laissé dans le tome 3, beaucoup plus joyeuse et sous un meilleur jour. Donc l'atmosphère du livre n'en est que meilleure, et l'enquête, je l'ai trouvée super géniale. J'ai adhéré à fond la caisse. J'ai adoré sortir du contexte de Carcely, donc qui est le village où vivent nos deux détectives, parce que voilà, les 3 premiers tomes sont vraiment concentrés sur Carcely, et les habitants, on commence à les connaître par cœur, et ça tournait toujours autour de ces habitants-là. Et là, j'ai aimé sortir un petit peu de ce contexte pour rencontrer d'autres personnages, ce qui a rendu ce tome vraiment palpitant. Et qui nous fait prendre tout simplement une nouvelle bouffée d'air. Et c'était vraiment une super enquête, même si le dénouement, je le trouve encore un petit peu léger. Hein, c'est du policier gentillet. Mais par contre, la fin, mon Dieu, je ne l'ai pas vu venir, et je l'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Et je n'ai qu'une hâte, c'est suivre cette fameuse évolution qu'on nous annonce à la fin de ce tome, dans le tome 5. Et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Voilà mes chouks pour mes dernières lectures. Je suis super contente, j'ai bien avancé dans mes sagas. Donc franchement, ça c'est top, top, top. J'ai aussi lu La Sélection, qui est mon livre challenge du mois de février, mais je vous le présenterai dans la vidéo qui sera appropriée à ce challenge. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour m'encourager, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rater aucune des prochaines vidéos. En attendant mes chouks, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut mes chouks!